Je me présente, Gaspard Norito. Je connais l'île-dieu depuis très longtemps. Je ne suis pas Illet, hélas. Tout le monde ne peut pas être le meilleur de la classe. Je connais l'île-dieu depuis 37 ou 38 ans. J'étais journaliste à Ouest France et j'avais, dans plusieurs rédactions de la Vendée, l'île-dieu sous ma responsabilité. Je ne veux pas commencer le débat de ce soir sans rendre hommage à un homme qui fut mon correspondant sur l'île-dieu pendant très longtemps et qui s'appelle Jean Groc, et que nous avons eu la grande tristesse de voir disparaître l'an dernier. Voilà. Je voulais faire ce premier hommage à mon ami Jean. Je ne t'oublie pas. Voilà, nous attaquons ce soir une semaine du logement. Nous l'attaquons et ce n'est qu'un début, au sens où, de cette semaine, nous ne tirerons pas, sans doute, des solutions toutes faites. Personne n'a la science infuse. Faire du logement à l'île-dieu comme ailleurs, mais peut-être plus à l'île-dieu qu'ailleurs, c'est un processus très complexe et personne n'a de baguette magique pour calmer le marché, tempérer les prix, etc. Mais nous ne sommes pas sans moyens. Vous allez le découvrir tout au long des 3 débats à venir. La puissance publique a la possibilité de faire, et de faire avec vous. Et ces débats que nous entamons, nous souhaitons qu'ils ne soient pas simplement des paroles de la scène, mais aussi et surtout un échange avec vous qui êtes dans la salle. Je voudrais, avant de commencer, remercier la municipalité qui nous invite et qui me permet de venir ici de manière tout à fait désintéressée et par amour pour la Vendée. Je voudrais donner quelques secondes la parole à Monsieur le maire pour qu'il définisse le cadre général de cette semaine et les objectifs que la municipalité poursuit à l'issue de ces 3 séances et davantage de réflexion autour du logement. Monsieur le maire, c'est quoi l'objectif de cette semaine du logement que vous avez voulu? Merci, bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui participent à l'élaboration de cette semaine, que ce soit les services municipaux, les associations, les différents acteurs qui se sont mobilisés pour créer ensemble un événement autour du logement. On le sait bien, c'est probablement le problème numéro 1 sur l'île. Hein. On peut avoir un travail, si on n'a pas de logement, on ne peut pas loger plus loin parce que ou on tombe dans l'océan ou on est rendu sur le continent. Donc je pense que les uns et les autres se sont mobilisés. Moi, je voudrais remercier tout le monde. Et puis surtout de dire, je pense que c'est un peu l'objectif de ces 3 rencontres qu'on va avoir là, sur 3 jours, de montrer qu'une politique logement, c'est pas que faire un lotissement, que faire du locatif. Il y a aussi de la rénovation de l'habitat, de la réflexion sur habiter autrement. Et ce sont des politiques qui peuvent être parfois un peu complexes à mener et qui sont un ensemble de choses pour avancer et permettre de mieux habiter sur l'île. Enfin, déjà d'habiter, c'est déjà énorme. Et donc c'est un peu l'objectif de cette semaine, présenter nous ce qu'on fait au niveau de la municipalité, ce que font aussi des associations, ce que font aussi les partenaires institutionnels, qui peuvent apporter chacun sa pierre à l'édifice pour bâtir
ensemble ces solutions. Et on a envie de les partager, avec la population, parce que c'est pas toujours très lisible ce qu'on fait. On peut toujours dire on communique mal, etc. Je vais donner un exemple. On a des terrains potentiellement vendables. On l'a dit dans des bulletins municipaux, pour autant, personne ne vient toquer à la porte pour acheter le terrain. C'est complètement paradoxal, mais c'est la réalité. Alors en faisant cette présentation, par exemple, des terrains en cours et à venir, je crois que Florence me disait tout à l'heure, une dizaine d'inscrits. Et on voit bien que de changer la formule, ça permet aussi que chacun s'approprie la thématique. Et puis, je vais citer un autre exemple, c'est quand on fait un lotissement, comment ça se passe. Et ça, je l'ai dit à la radio, j'aime bien le marteler parce que c'est pas si évident. Quand on a un projet particulier sur un terrain, on fait sa maison, on s'est permis de construire, il faut gérer les raccordements, etc. Ça prend un peu de temps. Quand on fait un lotissement, ça en prend, j'ai envie de dire, 10 fois plus, parce que faut déjà préparer dans document d'urbanisme, dans un PLU généralement, où on va dire, cette zone est à peu près libre, on va la définir comme zone à urbaniser, mais il va falloir réfléchir à la manière dont elle va s'urbaniser. Il faut ensuite faire les acquisitions foncières, faire comprendre à ceux à qui on va acheter le terrain que pour réaliser notre lotissement et pour sortir un prix à 165 € du mètre carré pour faire de l'accession à la propriété, il faut qu'on achète le terrain à 50 € du mètre carré. Alors souvent ça fait lever les bras au ciel, mais pourquoi ce prix-là? En fait, quand on fait un lotissement, on va perdre des surfaces pour les voiries, donc ça va impacter le prix de vente des terrains qui restent. Monsieur le maire, est-ce que, puisque vous anticipez vraiment, vous allez plus vite que moi, est-ce qu'on peut garder toute cette problématique que vous venez d'exposer pour dans quelques secondes? Ça marche. Ce que j'aurais voulu vous dire, c'est qu'il y a 3 débats. Je vous en donne les thématiques, non pas pour vous empêcher de parler, mais pour que peut-être vous serriez un petit peu les interventions en fonction des 3 débats de la semaine. Ça serait bien si vous pouviez venir. Le premier, et c'est celui d'aujourd'hui, il pose la question cruciale suivante. Jusqu'où iront les prix du foncier? Quelles solutions alternatives? Demain, on traitera, lors de la table ronde de demain, de la thématique « Quel équilibre entre logement de tourisme et logement à l'année ?» Ça concerne particulièrement le locatif. Et enfin, et là je vous invite vraiment à venir à la 3e table ronde de vendredi. La table ronde, c'est élargir en gros le débat à l'ensemble des îles, et notamment de nos 16 îles. Le logement sur les îles, enrayer la pression immobilière, comment on s'y prend, vaste débat, et qu'on va mener avec vous. Alors pour rapidement poser la problématique générale de la semaine, quelques chiffres. Je ne vais pas vous inonder de chiffres, je les ai lus moi-même et je veux surtout vous éviter d'avoir le sentiment d'être complètement inondé, submergé. Vous dire d'abord un petit peu la situation du logement à l'Île-Dieu, que vous connaissez tous. Quelques chiffres, 5850 logements. Ce sont des chiffres de 2017, soit 500 logements de plus en 10 ans. 10 ans, c'est rien du tout. 500 logements de plus. Et si on prend un champ plus historique, plus large, si l'on remonte à 42 ans, c'est un accroissement des logements de 68%. C'est énorme. Alors, actuellement, sur l'île-Dieu, nous avons 2186 logements principaux,
ça représente 37% de l'effectif global, 3398 logements secondaires, 58%, et je passe les logements vacants, etc., pour ne pas vous abreuver de chiffres. Très peu d'appartements, 3,7%, 80% de propriétaires, 16% de locataires, 4,2% de locataires en HLM. Les prix flambent. Pourquoi les prix flambent ? La maire de Bangor, que vous entendrez vendredi prochain, disait « Nous sommes des territoires de convoitise ». C'est-à-dire que tout le monde s'intéresse à nous, et en premier lieu, disait-elle, les investisseurs. Et donc les prix moyens d'acquisition au mètre carré sur l'Île-Dieu aujourd'hui sont de 4 127 € le mètre carré, bâti évidemment. Pour mémoire, pour le reste de la Vendée, c'est 2 000 €. Donc impossible d'acquérir, c'est ce que j'entends un peu partout, et les témoins le diront, impossible d'acquérir une petite maison sur un petit terrain à moins de 400 000 €. Et là, je ne force pas le trait, parce que j'étais cet après-midi faire le tour des agents immobiliers, je me suis aperçu à quel point les 400 000 € étaient une variable basse. D'où la nécessité d'anticiper. Nous allons le faire ensemble, monsieur le maire, anticiper pour ne pas se retrouver dans 20, 30 ans, et 20, 30 ans, ça passe très vite. Je vous le dis, moi qui ai 70 piges, ça passe extrêmement vite pour ne pas se retrouver dans 20 ou 30 ans dans la situation que la municipalité, les pouvoirs publics, le conseil départemental, les habitants souhaitent ne pas voir, c'est-à-dire une île qui soit une île qui ne vive pas à l'année. Voilà. Alors, pour animer le débat d'aujourd'hui, nous devions avoir un agent immobilier. Je regrette qu'il se soit dédié au dernier moment. C'est dommage, il nous aurait éclairé sur la problématique. On va faire sans lui quand même. Et autour de moi, monsieur le maire, évidemment, monsieur Bruno Noury. Autour de moi, monsieur Valentin Josse, vice-président du conseil départemental. Nous avons fait la traversée ensemble. On le remercie d'avoir été et d'être venu jusqu'à nous. Et monsieur Josse est responsable de l'habitat au plan départemental. Il va nous faire part des solutions qu'il préconise, de quelques solutions qu'il préconise pour essayer de d'étendre, comme dit monsieur le maire, me disait monsieur le maire en préparant ce débat, d'étendre les prix d'accession à la propriété. Enfin, nous aurons 2 représentants du collectif Éco-Îlot. Ils ne veulent surtout pas que je dise qu'ils sont issus d'Enfants de Tempête. Ça y est, c'est dit. Et donc... je vais devoir préciser après. Oui, vous allez préciser, pas de problème. C'est avec grande joie que je vous entendrai. Donc, Roxane Berger et Kevin Tarot d'Enfants de Tempête. D'Éco et Îlot, excusez-moi. Bon, je précise tout de suite, comme ça c'est fait. Bon, allez-y. On fait partie des 2 associations, donc on a vite fait de faire la confusion. Après, on peut intervenir au nom des 2, sachant qu'elles n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Les Enfants de Tempête, c'est une association qui est assez récente, qui s'est montée en juin dernier et qui a l'ambition, l'envie de porter la parole de l'ensemble de la population sur la problématique du logement, de réunir les idées et de faire en sorte qu'à tous, la parole aille plus loin et soit mieux entendue. Donc c'est vraiment une association militante, entre guillemets.
Pour ce qui est de Ecoilo, c'est un autre collectif qui réfléchit depuis un certain temps à la possibilité d'installer de l'habitat réversible sur le territoire pour, on en rediscutera tout à l'heure, avoir moins d'impact à la fois sur les sols, mais aussi pour trouver des solutions peut-être plus abordables pour la construction. Alors, eh bien, écoutez, on ne va pas patienter davantage. Kevin, est-ce que vous pourriez nous expliquer vos projets, notamment, j'ai compris, des projets de modèles d'habitat réversible, mais pas seulement. À vous la parole. Oui, donc comme Roxane a pu faire le teaser, on est un jeune collectif. Enfin, ça fait à peu près un an qu'on réfléchit ensemble à plusieurs personnes à la manière d'habiter le territoire, en fait. Et vu que la table ronde de ce soir tourne autour de la spéculation foncière, on est en effet arrivé à un modèle qui permet, sur un projet défini, de l'endiguer. Donc on a créé ce collectif, cet asso, qui n'est pas encore une asso, mais qui va le devenir, autour de la réflexion autour de deux modèles, l'habitat réversible, je vais expliquer ce que c'est, et l'habitat participatif. Donc la réversibilité, ça permet à un habitat d'être soit démontable, déplaçable ou compostable. L'idée principale étant de laisser le terrain, d'avoir la possibilité de laisser le terrain tel quel et d'enlever l'habitat. Je me perds. Je peux compléter par rapport à ça. Non, attends, j'ai repris le cours. Donc ça groupe. permet donc d'avoir de l'accession à la propriété, d'être complètement propriétaire de son habitat, mais pas forcément du terrain sur lequel il se trouve. Et là, c'est comme ça qu'on coupe la spéculation foncière, parce que qu'est-ce qui crée la spéculation ? C'est un habitat, une maison sur un terrain défini. Un terrain sur lequel on ne peut pas construire vaut pas grand-chose, et une maison en soi, ça vaut que la valeur de ses matériaux. Au fil du temps, ça devrait décliner, à moins qu'on associe les deux sur un territoire comme le nôtre, et la courbe monte en flèche. Donc le réversible, ça a 7 vertus. Ça a également une grosse vertu écologique, parce que moi, personnellement, il y a un truc qui me débecte, c'est l'artificialisation du sol de notre territoire. Plus ça va, je veux dire, on est sur un territoire qui est vraiment défini. Plus on le bétonne, ça ne va pas aller en régressant. Et c'est presque pour moi une question de bien commun, en fait, de décider ensemble d'à quel point on continue d'artificialiser ce sol qui nous est tous propre. Et voilà. Et donc on aime aussi axer la réflexion autour de l'habitat participatif, qui a aussi une notion due à la limite du territoire, parce que en mutualisant, par exemple, je donne que des exemples, on n'a aucun modèle défini. En mutualisant certains espaces communs, on peut imaginer des quartiers où les habitats d'habitation, vraiment la maison, puissent être d'une superficie un peu moindre. Par exemple, peut-être que pour 4-5 habitats, on pourrait avoir une seule buanderie. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir chacun un cellier pour mettre une machine à laver ? C'est une réflexion. Est-ce que c'est vraiment important que le jardin dans lequel on sort devant chez soi nous appartienne ou puisse être en partie commun avec celui de son voisin? De toute façon, on ne fait qu'en circuler, c'est une notion. Les garages, des ateliers, toutes ces choses-là, est-ce qu'elles ne peuvent pas être mises en commun dans des quartiers co-créés? C'est ça l'habitat participatif, c'est la création de son quartier. Donc aussi, on choisit ses voisins, ça permet de créer des règles sociales internes. Et bien sûr, ces deux modèles, participatif et réversible, se marient très bien ensemble. Donc là, depuis à peu près un an, on a déjà approché la mairie pour discuter de la possibilité sans modèle défini toujours. C'est pas l'histoire de cabane quoi que ce soit, comme ça a pu tourner sur certains réseaux. Et donc il n'y a toujours pas de modèle. Et donc nous sommes en relation avec 2 associations nationales qui promeuvent
ce modèle, qui sont homologés, et l'ADEME qui défend vraiment ça depuis... défend l'habitat autre, on va dire, depuis très longtemps. Et également, nous sommes en relation avec quelques professionnels du milieu, histoire de ne pas faire n'importe quoi. Roxane, vous avez quelque chose à ajouter ? Non, c'est juste... oui, si, le modèle en lui-même, il est forcément dépendant de beaucoup de paramètres, à savoir que pour faire une maison qui peut être éventuellement démontable ou déplaçable, y a certains matériaux qui fonctionnent bien mieux que d'autres. On imagine bien qu'une maison en bois, c'est plus facile à démonter et à remonter derrière qu'une maison faite avec des parpaings. Donc il y a toute une réflexion à avoir. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore de modèle ? Parce que ce modèle, il va dépendre aussi de notre capacité à tous, parce que je pense que tout le monde doit avoir un petit peu son mot à donner à un moment, à réfléchir à qu'est-ce qu'on veut comme habitat de demain à l'île-dieu. Est-ce qu'on veut aller vers des matériaux plus écologiques ? Est-ce qu'on veut mettre moins de béton dans le sol ? Est-ce qu'on veut envisager la possibilité d'avoir des maisons qui puissent justement être déplacées ? Alors pourquoi ? Déjà parce que ça peut être intéressant pour des personnes jeunes ou moins jeunes, mais qui ne sont pas forcément sûres de vouloir rester toute leur vie à l'île-dieu et qui peuvent imaginer partir avec leur habitat pour le remettre ailleurs. Ça peut aussi être envisageable, vu la difficulté d'accès qu'on a actuellement sur le terrain, d'imaginer des maisons qui vont se fabriquer de manière temporaire sur des zones mises à leur disposition pour un certain nombre d'années, pour pouvoir éventuellement être redéplacées plus tard quand on aura réussi à mieux répondre à cette problématique de foncier, ou pas. En tout cas, c'est intéressant d'imaginer que le bâtiment devient quelque chose de moins immuable et qui crée moins de déchets. Parce qu'il faut quand même savoir que le nombre de déchets issus de la construction béton traditionnelle telle qu'on la connaît est absolument gigantesque en France, et que le béton représente, si mes souvenirs sont bons, plus de 60% de l'ensemble de la pollution issue du bâtiment en France, si je ne dis pas de bêtises. Alors, je revérifierai mes chiffres. Juste pour rester dans le chiffre, parce qu'il est pas mal celui-là. Et sur l'île, ça représente en termes d'import, parce que bien sûr on ne produit pas sur l'île, ça représente une vingtaine de KSAM par an, complet, en comptant que les matériaux du béton. Bien, alors donc les questions que vous posez, elles sont de double nature. C'est et là, Roxane, vous la posez, et moi, vous avez le maire à côté de vous. C'est est-ce qu'on peut imaginer sur l'île un autre modèle ? On en parlait avec Vincent Josse. Valentin, pardon. Je ne suis pas encore journaliste à France Inter. Excusez-moi. Valentin, excusez-moi. On en parlait ce midi. Est-ce qu'on peut imaginer un autre modèle, monsieur le maire, que celui qu'on connaît à l'île-dieu et qui est reproductible à l'infini chez vous, la maison basse, blanche, avec des volets bleus, quoi, pour faire vraiment très caricature? Il y a plusieurs choses. Je crois que la réversibilité, ça, voilà, tout le monde peut l'entendre. Après, changer l'habitat, c'est plus, ça peut être plus complexe parce que voilà, on a un style architectural sur l'île qui n'empêche pas de faire de la maison ossature-bois. Hein, on a déjà des maisons ossature-bois. Maintenant, est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on bouge un peu le curseur dans certaines zones? Moi, je suis pour expérimenter. Après, encore une fois, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais qu'est-ce qui est acceptable ou pas? Et je pense que ça se définit ensemble. Ça ne peut pas être que le maire et son conseil qui décident de ça. Et je pense que c'est un vrai débat de société. Enfin, aujourd'hui, on disait 4200 € du mètre carré construit. Vous faites la multiplication sur une maison de 80 mètres carrés, plus ce terrain, on a tous compris le malaise. C'est-à-dire qu'on va vite arriver à ce que plus personne ne peut construire. Alors, est-ce que, voilà, on fait des choses un peu différentes? Moi, je suis plutôt pour expérimenter. Enfin, j'expliquais tout à l'heure, on a des projets de lotissement. Sur une zone du lotissement,
y aller, essayer, sans dénaturer complètement le style architectural qui est important sur l'île. Voilà, il faut concilier les deux. D'accord. Alors, est-ce que, puisqu'on a dit que c'est un débat, et avant d'interroger Valentin Josse, est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui, sur la typologie de l'habitat à l'île-Dieu, imaginent des types peut-être différents, un peu plus novateurs, que sais-je, que la maison traditionnelle, et sans remettre en cause quand même l'allure générale de l'habitat, de l'urbanisme, il est. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont intéressées par cette thématique dans la salle. Au fond, je crois. Oui. Bonjour, moi je suis Ben, je travaille sur un projet agricole et on est aussi en questionnement sur l'habitat réversible. Et je voulais juste essayer de replacer sur ma vision ce qui est l'enjeu ici. On a parlé de la notion de PLU et de l'importance sur l'île-Dieu d'avoir des maisons qui se ressemblent et tout ça. C'est vrai que c'est important. Mais la contrainte première qu'on doit mettre d'abord, c'est d'abord celle qui est écologique et aussi la contrainte sociale, évidemment. Parce que si à un moment, on a des belles maisons, mais qu'il n'y a plus personne qui peut habiter, voilà, il y a quand même une notion de priorité. Et je pense qu'on doit arrêter de se battre politiquement pour la notion d'écologie et qu'on doit la placer largement au-dessus. Et qu'après, on peut réfléchir, voilà, est-ce que les notions d'agrément ou de cohérence paysagère peuvent être quand même maintenues? C'est un deuxième enjeu, largement inférieur au premier. Parce que les enjeux de demain, ils vont être nettement différents, je pense, de ceux qu'on a aujourd'hui. La réalité dans laquelle on évolue, c'est loin d'être impossible qu'elle change radicalement. Donc peut-être c'est important d'avoir une forme d'audace politique à notre époque pour protéger la vie de nos enfants. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir sur la thématique de la typologie? J'aimerais rapporter non, il y a quelqu'un qui veut intervenir. Une expérience ailleurs. Alors, je sais qu'on va dériver sur ce débat-là. Donc, sur les îles de la Madeleine, dans l'estuaire du Saint-Laurent, alors ce sont des Acadiens donc, qui avaient été chassés de Québec, qui sont revenus après. Excusez-moi. Et en fait, au Québec, on ne voulait plus d'eux. Donc, voilà, ils sont finis sur les îles de la Madeleine, qui ne leur appartenaient pas, qui appartenaient à l'ordre anglais. Et bon, ils ont construit des maisons sur du terrain qui ne leur appartenait pas. Et culturellement, c'est resté, on parlait du droit de propriété tout à l'heure, la plupart du temps, ils construisent des maisons sur des terrains qui ne leur appartiennent pas. Et s'il y a quelqu'un qui vient en disant bah, c'est mon terrain, ok, ils prennent la maison sur un chariot élévateur et la mettent sur le terrain d'à côté. Mais c'est profondément ancré culturellement, ils ne sont pas propriétaires de leur terrain. C'est un truc assez fou et qui est complètement différent de notre système de pensée en France, quoi. Merci. D'autres interventions donc, sur la thématique? Bon, eh bien, s'il n'y en a pas d'autres, on va reprendre le débat entre nous et pour vous. Hein. Valentin Josse, je ne ferai plus l'erreur. Hein. C'est pas une erreur. Non. Bon, voilà, et posé par nos amis Roxane et Kevin, la problématique du terrain. Comment, entre autres problématiques, hein, je vous ai bien entendu, comment construire du réversible, du moins cher, et du accessible, donc, une problématique écolo. Et voilà. Alors, vous, au département, en lien avec les communes, Valentin Josse, vous avez ce que vous, lors d'une rencontre entre nous, lors d'un échange entre nous, vous avez qualifié du plus stratégique outil dont vous disposez, qui s'appelle le bail réel solidaire. Est-ce que vous pourriez nous en parler, Valentin ? Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, moi, je voudrais remercier l'invitation
de Bruno et de l'équipe municipale pour cette semaine du logement, parce qu'il est important que le vice-président en charge de l'aménagement du territoire fasse le tour des cantons de Vendée, et je suis très content d'être sur le canton de l'Île-d'Yeu, avec effectivement cet enjeu majeur qui concerne toute la Vendée, et en particulier la réalité de l'Île-d'Yeu, cet enjeu majeur du logement, de l'habitat, de l'aménagement du territoire, parce que c'est à la fois une question sociale forte, une question d'enjeu social très fort, enjeu aussi environnemental, on y reviendra. Enjeu social parce que l'habitat, le logement, c'est pas simplement une volonté individuelle, c'est avant tout une réalité du vivre ensemble. Le logement, l'habitat, il traduit beaucoup de ce qu'une société veut faire ou ne pas faire. Donc là, cet enjeu, il est important parce que sur un territoire comme le vôtre, il y a les réalités, l'économie touristique, bien sûr, elle est importante, mais il y a aussi les gens qui habitent à l'année, toutes les générations qui s'y retrouvent, la mixité générationnelle, la mixité sociale, le maintien de cela, du lien social est fondamental dans une appréhension du logement. Et effectivement, on voit que la réalité spéculative peut effacer tout cela et tuer en fait l'effet de société sur un territoire comme le vôtre. Le deuxième enjeu, vous l'avez évoqué, sur la question du foncier et du grignotage foncier, qui est une constante de notre société contemporaine depuis des années et des années. On grignote le foncier. Et on sait que dans les obligations, là ce sont des obligations, mais ce sont des prises de conscience aussi, qu'il nous faut économiser le foncier pour préserver les enjeux naturels et garder aussi la spécificité, l'écrin naturel que constitue aussi votre île. Donc il faut concilier à la fois cet enjeu-là et puis la continuité de la vie sur cette île et permettre à toutes les générations de pouvoir prétendre à un logement digne. Parce que ça, c'est important aussi. La question du logement décent, c'est une question aussi qui est transversale, qui est fondamentale, mais qui s'inscrit aussi dans cette dynamique. Vous avez parlé du bail réel solidaire. J'étais très attentif quand vous avez parlé effectivement de l'habitat réversible, parce qu'effectivement, il y a dans cette question-là, notamment, je fais une petite digression, mais sur l'enjeu du pouvoir permettre le logement des salariés dans des secteurs extrêmement tendus. On est en train, nous, au département, de réfléchir à cette possibilité de logement réversible. De dire, bah voilà, à un instant T, on peut avoir besoin de logement sur cet espace, et puis demain, hop, on laisse cette zone, on lui redonne son retour naturel, originel, initial. Donc ça, vous voyez, on y travaille avec notamment Action Logement. On est en réflexion. D'ailleurs, on pourra échanger en aparté, parce que je trouve que on a toujours à apprendre. Et nous avons, au niveau du département, créé ce qu'on appelle un office foncier solidaire. Nous sommes le 3e de France, après Rennes Métropole et Lille Métropole. Nous l'avons fait à l'échelon d'un département. C'est une idée un peu folle qui a germé dans la tête de Guillaume Jean, directeur de l'EPF, et notre collègue de Mortagne et moi-même. Et nous avons été suivis à l'époque par le président Auvinet et confirmés par également Alain Leboeuf aujourd'hui. Nous changeons radicalement de modèle. Vous savez, en France, sacro-saint principe de la propriété privée, c'est important, c'est un droit constitutionnel. Néanmoins, nous sommes sur du droit latin et demain, eh bien, il nous faut regarder ce qu'il se pratique, tu l'as dit, dans le modèle anglo-saxon. Et nous avons créé Vendée Foncier Solidaire pour répondre à la problématique des zones extrêmement tendues où les jeunes, et moins jeunes, mais issus des territoires, ne pouvaient pas rester vivre parce que les logements étaient trop chers et on allait de spéculation en spéculation en spéculation. Donc on a dit il faut qu'on trouve un outil anti-spéculatif qui permette à la fois d'être vertueux sur le plan de vue du parcours résidentiel et en même temps que l'on puisse également répondre aux enjeux de préservation du foncier et de trouver un modèle qui concilie l'ensemble. Alors concrètement, c'est quoi ? Le département, via Vendée Foncier Solidaire, et la collectivité achètent du foncier, font des acquisitions foncières, lancent un programme soit avec un aménageur privé, soit avec un bailleur public, pour faire soit du logement social, soit du logement traditionnel, soit sous forme de maisons individuelles, soit sous forme de logement collectif. Cependant, dans ce programme, il peut y avoir de réserver 10, 15, 20
logement en BRS, bail réel solidaire. C'est-à-dire que vous êtes propriétaire de votre logement, mais vous êtes locataire de votre foncier. Pendant toute la durée où vous êtes propriétaire de votre logement, vous payez un loyer, vous avez votre terrain. Et puis le jour où vous décidez de vendre votre logement, d'abord vous avez un logement qui est revendu à un prix capé pour éviter une spéculation sur l'immobilier, et le bail du foncier se transfère systématiquement au futur propriétaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas spéculer sur la réalité foncière. Nous avons lancé... Alors, ce qui est important de dire, c'est que pour quelqu'un qui fait une acquisition en BRS, eh bien, va acheter son logement 40% moins cher que le prix du marché. 40% moins cher. Ça permet quand même à des personnes de pouvoir effectivement se loger à des prix raisonnables. Nous avions lancé cette opération l'an dernier. Nous avions pensé avoir 50 BRS sur le littoral vendéen, essentiellement, hein, ces zones littorales. Nous sommes rendus à 119. C'est-à-dire qu'on voit l'effet qui est en train de se produire, et je pense que c'est un des outils, mais c'est un outil qui me semble adapté pour répondre à cet enjeu. Et j'emploie souvent aussi l'importance d'un parcours résidentiel vertueux. C'est fondamental. Si vous voulez faire une belle société où les gens avancent ensemble, il faut, sur la question du logement, pouvoir permettre que les jeunes, les moins jeunes, en fonction aussi des accidents de la vie, puissent avoir un parcours résidentiel. Si on creuse tout de suite les écarts avec des gens qui sont en capacité de se loger dans de belles résidences, et puis des gens qui sont contraints d'être logés dans des logements petits, voire parfois insalubres, hein, ça arrive, hein, même partout, sans doute pas à l'Île-Dieu, hein, mais ça existe aussi chez nous. Et du coup, il faut promouvoir un modèle vertueux. Il faut donc du locatif, on peut avoir du locatif social ou du locatif en logement privé, moyennant effectivement des loyers qui soient compatibles avec les ressources. Par le système du BRS, vous pouvez intégrer une réalité de propriété. Et puis si vous avez après la possibilité vous allez vers un autre type de bien. Néanmoins, vous laissez la place à quelqu'un qui peut également prendre la suite. Et c'est vertueux, c'est une des solutions. Je pense que c'est une solution qui peut être adaptable sur la réalité de l'île, avec effectivement une réflexion à porter, à la fois en conjuguant en tension la nécessité de garder le caractère un petit peu culturel d'une architecture que l'on connaît. Néanmoins, et c'est aussi le principe de l'aménagement du territoire, c'est de pouvoir innover, d'être en capacité d'innover, parce que l'innovation permet de répondre aux défis. Monsieur tout à l'heure disait on va vers des changements qui peuvent être radicaux. C'est possible, c'est effectivement une possibilité. C'est pour ça qu'il nous faut pouvoir innover, anticiper, avec une batterie de solutions qui permettront de répondre à tous ces enjeux. Et je tiens à le dire, c'est fondamental. Qui maîtrise le foncier maîtrise l'avenir. Et ça, c'est un rôle effectivement collectif, mais c'est une dimension importante que la collectivité doit avoir, c'est cette maîtrise du foncier pour qu'il n'y ait pas un développement anarchique non plus, que ce soit raisonnable et raisonné. Et puis, il est essentiel que sur ce volet-là, eh bien, les élus, la population travaillent ensemble au préalable à quel habitat de demain nous voulons. C'est un vrai projet de société. C'est pourquoi il y a un rôle essentiel, fondamental, et que les services de l'État aussi doivent prendre en considération, c'est lorsque l'on fait un PLU, PLUI, ou qu'on travaille sur les SCOT, plan local de l'urbanisme. Voilà. Pardon, excusez-moi, c'est important, oui. Plan local de l'urbanisme et plan local de l'urbanisme intercommunal, quand on est sur une intercommunalité, de pouvoir maîtriser ces outils, parce que ce sont des éléments réglementaires, mais qui doivent permettre effectivement des innovations. Et sur les projets que vous avez, je ne sais pas si ce sera une des solutions retenues, mais ce sont des éléments effectivement qu'il faut d'ores et déjà intégrer sur la planification des sols. Et je pense que, et je vais arrêter d'être bavard, mais c'est un sujet tellement passionnant que ici, et je peux vous l'assurer, le département sera un acteur à vos côtés, parce qu'on a aussi d'autres programmes sur
le logement des saisonniers, sur le logement intergénérationnel. On en reparle tout à l'heure. Et je tenais à dire que là, on a peut-être justement un très beau laboratoire d'expérimentation et d'innovation, et on vous accompagnera comme il se doit. Je regrette d'ores et déjà que vous ne soyez pas présent demain à la prochaine table ronde qui portera justement sur ces questions. Je n'ai pas des d'hologramme encore. Bien. D'autres en ont, mais pas moi. Bien. Je vous interromps quelques instants, Monsieur Josse, pour la bonne cause, pour renvoyer cette problématique qui est un peu une révolution copernicienne. C'est-à-dire que on imagine un habitat, une acquisition d'habitat qui ne soit pas accompagnée de l'acquisition du sol. Chez nous, c'est presque impensable encore aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces idées-là qui permettent de penser justement l'aménagement du territoire autrement et un aménagement du territoire un peu plus accessible à toutes les populations? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir? Moi, si je peux compléter. Roxane, allez-y. Mais vous n'êtes pas dans la salle, mais quand même. Hein. Je pense qu'il y a des données à préciser sur ce dispositif. La première, c'est que pour y accéder, il y a des conditions de ressources qui sont certes élevées, puisqu'on est sur 80% de la population française à peu près qui peuvent demander ce dispositif, mais qui sont importantes à savoir parce que si jamais il y a transmission du bien en bail réel solidaire, il faut que les enfants rentrent dans les mêmes conditions que leurs parents, c'est-à-dire soit en location, veulent habiter à l'année, et soit sous les mêmes plafonds de ressources que ceux demandés pour pouvoir profiter du bail réel solidaire. C'est un point important à savoir parce que si jamais les enfants ne veulent pas résider à l'année, ils vont avoir 1 an pour vendre le bien et ne pourront pas forcément faire autre chose. Dans les autres points importants à savoir, il y a aussi que l'OFS a quand même... C'est quoi l'OFS? L'Office foncier solidaire, donc celui qui gère le terrain, a quand même son mot à dire sur la manière dont le bien est entretenu. C'est-à-dire qu'il demande aux propriétaires d'entretenir correctement son bien. Si vous voulez démolir le garage, vous n'avez pas le droit. Donc on est propriétaire, mais avec des contraintes quand même qui sont importantes à préciser. Et on ne peut pas le louer en Airbnb, par exemple. On ne peut pas le louer en Airbnb, sauf si l'OFS l'autorise, mais mais en tout cas, le règlement de vente foncier solidaire ne sera voilà. pas... Mais je vais vous embaucher comme chargé de mission promotionnelle. Hein. Non, mais on a révisé nos leçons avant de venir. C'est bien. Bien. Oui. Dernier point, Roxane, et c'est important, donc on parlait d'une redevance du loyer, et ça c'est important à prendre en compte. Pourquoi, selon moi? Parce que tout dépend de la redevance qui est envisagée. La redevance, elle sert à quoi? L'OFS, il n'a pas vocation à gagner de l'argent. Par contre, il a vocation à amortir ses investissements au bout d'un moment, sur un temps plus ou moins long. Le bail réel solidaire, il peut être d'une durée de 18 ans à 99 ans, je crois. Oui, on est sur 99 ans. Oui. Rechargeable si jamais ça change. Bail amphithéotique. Voilà. Et donc, du coup, il faut quand même à un moment, il amortisse le prix du terrain. Donc, et puis qu'il fonctionne, qu'il paye sa communication, tout ça. Donc, il y a une redevance. Cette redevance, si je ne dis pas de bêtises, elle va entre 0,15 centimes à Rennes du mètre carré par mois à 3 € à Paris du mètre carré par mois. Donc moi, la question que je me pose, c'est à 3 € du mètre carré par mois, si on imagine des habitats individuels, ça me paraît gigantesque avec un tout petit bout de terrain. C'est-à-dire qu'on va se retrouver quand même avec un loyer mensuel qui peut tout de suite être assez élevé, sans compter qu'on a également notre remboursement de la maison à rembourser. Justement, par rapport à ça, nous, on s'est fixé un delta où on ne dépassera pas 50 à 60 € de loyer. Quelle que soit la superficie du terrain. Oui, parce que l'objectif, justement, c'est de ne pas impacter. Et c'est pour cela que le département versera 1 million d'euros par an sur ce dispositif. En fait, voilà, et la commune apportera aussi une contribution beaucoup moins... Je ne te demanderai pas 1 million, hein, mais pour qu'il n'y ait pas justement ce risque de dire bon bah voilà, certes on a la maison, ça nous a pas coûté trop cher, cependant on a un loyer
qui nous pénalisent. Bien. Et- Oui. J'ai pas tout à fait Roxane, fini. elle est Après, bavarde. Hein. Après, je vous lâche. Allez-y, allez-y. La dernière, ne la dernière nous lâchez question pas que j'ai quand par même. rapport à Non. ça, c'est il y a pareil un plafond sur le prix de la construction, si je dis pas de bêtises. Sur le prix ou sur la vente Non, sur le prix il me prix. semble que le mètre carré doit pas dépasser, peut-être que Bruno Quoi le sait, 2700 € du mètre carré au moment de la construction. Parce que le bail réel solidaire, on peut aussi construire sa maison. Oui, oui, mais là, sur cette opération, justement, alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que notre modèle BRS, il est vendéano-vendéen. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a une réglementation, nous sommes en accord, bien sûr, avec le ministère du Logement sur là, mais on a mis en place toutes les mesures qui permettent, justement, de calquer à la réalité vendéenne dans un contexte hyper spéculatif. Ok. Donc on a Il tous le confie. tous les amortisseurs pour éviter effectivement tous les éléments que vous avez évoqués là. Et d'où l'intérêt, c'est-à-dire que on a pris des modèles Paris, Lille et Rennes aussi maintenant qui est lancé sur ce volet-là, qui sont sur des aires. Alors Paris est une aire géographique immense, mais qui ne travaille pas sur une globalité de territoire. C'est pour ça que nous avons départementalisé le dispositif pour que nous ayons une globalité et que on puisse jouer les amortisseurs entre les zones plus tendues et les moins tendues. Bien, avant que je ne repasse la parole à la salle, puisqu'on a dit que c'était un débat, monsieur le maire, vous vouliez ajouter quelque chose sur le sujet? Oui, voilà, là on est sur l'habitat. Il y a une quinzaine d'années, pas tout à fait, on a basculé dans un système un peu similaire sur la zone artisanale. Parce que la zone artisanale ne sera pas extensible outre mesure. Et voilà, depuis, on fait des baux amphithéotiques. Alors, c'est encore autre chose, mais ça s'apparente. Et on reste propriétaire du sol. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours une complexité sur la transmission de ce qu'il y a dessus. Hein, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément nouveau pour les îlets, finalement. Si au départ ça avait fait un peu hurler les entrepreneurs qui aimaient bien être propriétaires de leur équipement, aujourd'hui ça fait plus débat du tout, quoi. Et donc voilà, il faut que tout le monde s'approprie les outils, mais c'est vrai que même si, je disais tout à l'heure, on vend le terrain 165 € du mètre carré, c'est à comparer à 4200 € de mètre carré de construit dessus, le terrain, finalement, c'est pas ce qui va être le plus cher sur les lieux par rapport à la construction qu'il y a dessus. Néanmoins, un outil de bail réel et solidaire permet, malgré tout, de réduire de l'investissement sur l'ensemble et donc permettre voilà, aux gens d'habiter, quoi. Enfin, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, quoi. Et de travailler sur une réalisation dans l'aire urbaine. Oui. Et éviter le mitage, comme on parlait tout à l'heure. Alors, justement, on renvoie à la salle. Moi, j'aimerais bien, sur la double notion de propriété, et puisqu'il y a deux propriétaires, en fait, dans l'acquisition. Hein. Il y a le propriétaire de la maison, et puis il y a le propriétaire public, hein, du terrain. Est-ce que ça vous inspire, les îlets présents? Il y a les interventions? Je ne vois pas bien. Quelqu'un veut intervenir? Allez-y. Bonjour. Alors, j'ai une question en tant que... On m'entend bien ou pas? Oui, on vous entend très bien. J'ai une question en tant qu'habitant de l'île-Dieu, parce que c'est vrai que je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'on ait une réponse ce soir, et alors qu'au final, l'habitat réversible, c'est une véritable solution, donc c'est bien justement d'en parler et qu'après trouver avec les pouvoirs publics des ententes. Mais il y a une autre question que je me pose, c'est que même s'il y a une solution alternative pour l'accessibilité aux îlets, à côté, il y aura toujours la vente de nombreux terrains. Et le plus gros problème, c'est que les terrains sont des biens, comment on peut dire, finis. Au final, ils sont pas... dès qu'ils se vendent, ils sont vendus. Au final, après, il y aura une augmentation de la population, il y aura plus de terrains accessibles. Ça ne résout pas vraiment le problème de l'accessibilité aux enfants, aux petits-enfants, ceux d'aujourd'hui, et aussi ceux de demain qui n'existent pas encore. Donc, on parle de densification, de gentrification, mais
même s'il y a des véritables solutions constructives, même s'il y a des murs tels que le PLU et les formes architecturales, bon ça c'est un autre problème, mais quelque part, quelle solution on peut trouver pour limiter la vente, limiter la construction de maisons secondaires, ce qui est une véritable solution, mais dure à répondre aussi. Ça, en principe, c'est le débat de demain. Ouais, c'est ça. Mais bon, si les élus, on ne va pas vous faire languir, si les élus souhaitent répondre, monsieur le maire, Valentin Josse, allez-y. Hein. Mais c'est dans le débat de demain. On est en plein cœur du débat de demain. Bon, bref. Je vais laisser Bruno après, parce que c'est ça la réalité en plus qui est la vôtre. Mais après, il y a un outil qui est quand même aussi, dans certains cas, la possibilité du droit de préemption. C'est-à-dire que si, en fonction de la connaissance de la vente du terrain, si vous savez un peu la destination, pourquoi elle est, dans quel objectif elle est vendue, parce que bon, après, ça faut aussi un peu de subtilité, mais vous pouvez utiliser le droit de préemption, et en ayant utilisé le droit de préemption, c'est après, on peut mettre en place les outils pour faciliter des opérations qui sont plutôt destinées à des résidents principaux et assurer justement aux générations futures la possibilité de résider. Alors, c'est un des outils, effectivement. Je voudrais replacer d'où on vient pour tout comprendre. Le premier plan d'occupation des sols à l'Île-d'Yeu en 1968 définissait sur certains secteurs, il fallait 1000 m² pour construire, 2000, et certains secteurs, 5000 m² pour construire. C'est d'un autre âge. Mais c'est une réalité qui a contribué au mitage de l'île. Il y a tout cet héritage, tout le monde a cheminé, tout le monde a évolué, et on n'en est plus là aujourd'hui. Maintenant, on a toujours des systèmes de réglementation, d'urbanisation qui sont basés sur des PLU. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans le système que j'évoquais tout à l'heure, mais quand on fait un PLU, comme disait Valentin tout à l'heure, ça oblige à s'interroger et à anticiper l'avenir. Donc voilà, sur tel secteur, comment on va urbaniser ou pas, quel secteur on va protéger, etc. etc. Et ça, c'est la première des démarches. Après, il y a l'acquisition de terrains qui peut être complexe. Alors nous, le droit de préemption, on l'utilise, clairement. Maintenant, effectivement, on ne pourra pas tout préempter. Mais quand on fait un PLU, on est aussi scruté par les services de l'État qui vont nous demander c'est quoi votre population, quel est le renouvellement annuel de la population, donc le nombre de logements qu'il faut pour maintenir une population. Votre PLU doit être basé là-dessus. Ouais, mais on sait bien que sur ce marché-là, il va y avoir aussi des résidences secondaires. Et donc ça peut mettre ce document de planification à mal. Et donc c'est un vrai problème. Deuxième problème qu'on peut avoir, on découvre, on avance tous en marchant. Globalement, quand on a du terrain de plus de 3000 m² dans l'aire urbaine, on préempte. C'est un peu une stratégie qu'on se donne. On a préempté récemment un terrain pour ça, voilà, où derrière on veut viabiliser, faire un petit lotissement. L'acheteur nous attaque au tribunal administratif. Il y a de fortes chances qu'il gagne. Il y a de fortes chances qu'il gagne parce qu'il aurait fallu qu'en amont, on devine qu'il y aurait eu un projet là-dessus, qu'on le mette dans un PLU, sauf que là, il s'agit d'un découpage de parcelles. On ne le voit pas venir. Mais ça montre aussi une certaine fragilité du droit de préemption, d'où la nécessité d'anticiper au maximum, ce qui n'est pas toujours évident. Mais donc, un moyen de dire, voilà, on va stopper la spéculation par la préemption, c'est complexe, il faut énormément de fonds, et pour autant, l'outil de préemption ne doit pas servir à la régulation du prix de marché. Il n'est pas fait pour ça. On peut préempter si on a un projet
derrière. Et donc, si le projet n'est pas fait en amont, la préemption peut toujours battre un peu de l'aile, quoi. Et donc, voilà, on lutte avec ça. Mais c'est vrai que voilà, il y a ce marché avec cette pression immobilière qui est compliqué à appréhender, mais bon, on a quand même des outils qu'on évoquait, qu'on active malgré tout. La puissance publique a des outils, mais il y a aussi l'outil judiciaire qui est de plus en plus utilisé comme frein à la volonté publique. Bon, ouais. Et ça, c'est pas propre à l'île-Dieu. Valentin Josse, vous aviez pour compléter ce que disait Bruno, c'est vrai que le droit de préemption, à la limite, il est fortement attaqué dès lors qu'on préempte juste par opportunité. Il faut effectivement définir des projets qui soient... Il faut motiver la délibération pour le droit de préemption. Et là, je vous invite éventuellement à vous rapprocher de l'établissement public foncier qui peut réaliser, mais vous l'avez peut-être déjà fait, ce qu'on appelle des études de gisement foncier. Dans votre aire urbaine, vous avez effectivement aujourd'hui des propriétés privées, qui sont des jardins ou des propriétés privées, qui peuvent être sensibilisées comme gisement foncier mobilisable. Et avec cette étude de gisement foncier, vous pouvez possiblement, via des travaux en atelier aussi, dire si un jour ce terrain se libère, on pourrait envisager telle chose. Et en faisant cela, du coup, vous avez les arguments de mobilisation du droit de préemption dès lors que vous devez l'activer. Mais ça peut être intéressant. Kevin, vous voulez intervenir? Moi, je voulais intervenir parce que ça répond à cette question et c'est un point auquel on n'a pas donné son importance en présentant autant le BRS que nos réflexions. C'est autour de la séparation de la propriété. Le BRS, ça tourne avec un bail amphithéotique aussi, oui, c'est ça, hein? Tout à fait. Nous aussi, on pense au bail amphithéotique, ce qui lierait le locataire du bailleur, du propriétaire du terrain. C'est un bail sur lequel chacun peut mettre des conditions. Et si le propriétaire est donc la mairie, un service public, on va dire, eh bien, ça permet aussi de garder la destination du terrain, la destination de l'habitat. Que ce soit défini, que ce soit de l'habitat à l'année. Et ça évite de perdre des terrains par des reventes à des secondaires ou quoi que ce soit. Ça me semblait important de préciser. Il y a une question qui sera intéressante parce que je pense vraiment que la question est tout à fait bien dans la thématique de ce soir parce que le prix du foncier, on est clairement dessus. C'est-à-dire que le jeu de l'offre et de la demande fait que le prix du terrain n'arrête pas d'augmenter. Puis c'est ce qu'on essaye de résoudre quand même. Enfin, qu'on ne va pas résoudre ce soir, mais c'est quand même bien la thématique. Est-ce qu'on peut demander aux législateurs d'imaginer des nouvelles zones dans un PLU qu'on dédie à de l'habitat principal? Est-ce que c'est une démarche complètement utopique? Est-ce que c'est intéressant sur des territoires aussi tendus et aussi limités que les nôtres de s'imaginer définir de nouvelles zones sur lesquelles on dira quand ces terrains seront en vente, ils seront exclusivement dédiés à de l'habitat principal? Ça peut limiter, parce que la limite de la préemption, c'est aussi que, vu le prix du mètre carré, il y a un moment, une mairie, elle ne peut plus forcément acheter tout ce qui passe, quoi. Donc, après, là-dessus, je pense que c'est plus une dimension locale. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un lotissement ou qu'on vend du terrain, on peut mettre des conditions sur la revente. Et même sur l'achat, celui qui achète. Alors c'était une commune de Vendée qui avait fait ça il y a une vingtaine d'années, je ne sais plus laquelle, mais qui avait vendu préférentiellement un terrain à quelqu'un qui avait un contrat de travail sur la commune. Je dis bien un contrat de travail, c'est ce qui caractérise l'habitant finalement. Et ça avait été attaqué par le préfet, parce que c'était une rupture d'égalité des citoyens. Principe d'égalité. C'est ça. Et c'est allé jusqu'au Conseil d'État. Et le Conseil d'État, finalement, a donné raison à la commune. C'est-à-dire que de vendre prioritairement des terrains de par la puissance publique à des gens qui ont un contrat de travail sur la commune, c'est d'intérêt public. Et du coup, là, on parle de terrain public. Donc ça veut dire que la mairie a déjà préempté en amont. Ah oui, oui. Et oui. La question, c'est de pouvoir définir des zones dans lesquelles les propriétaires, s'ils vendent, doivent vendre exclusivement
à de la résidence à l'année. Ça, aujourd'hui, je pense que législativement parlant, c'est sûr ça que c'est sera très impossible. compliqué parce Ouais. que ça va être attaqué sur le principe effectivement de. Alors là, vous attaquez un double principe constitutionnel, principe d'égalité, comme vient de, même si c'est discutable, et le principe de liberté. Principe de liberté. Si on, Sur l'usufruit. voilà. Ouais. Et du coup, voilà. Après, il peut y avoir effectivement quand même des réflexions de dispositifs en disant peut-être sur une zone un peu plus globale. Une île, ça reste assez contraint quand même, de dire on peut définir un pourcentage. De dire, il faut que ce soit Alors, sur des pourcentages de résidents principaux et pourcentage de saisonniers. Alors effectivement, d'un point de vue du droit et de la légalité, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de distinguo au niveau des acquérants. hein. C'est Entre- sûr que c'est pas possible aujourd'hui. Après, il y a c'est un sénateur ou un député en Bretagne qui Ouais, essaye de alors, défendre j'allais y le venir, statut de c'était- résident. Oui, Ça a été un c'est à ça débat que je en voulais en Bretagne. venir. De dire on n'accepte plus de résidents secondaires, ce seront que toutes les ventes devront être par des résidents permanents. Ça n'ira pas. Enfin, On essaie. Alors, il y a ça sera l'objet du troisième débat. Ça sera l'objet Et du. peut-être que tu as raison, la vérité va se cacher dans un pourcentage à respecter par pense que- territoire. Je pense qu'on va plutôt aller sur la. Je pense que le juge de paix va être sur une question de pourcentage, effectivement. Bien, il y a en tout cas, ça sera l'objet du troisième débat, une démarche. Ah oui, parce que moi, j'ai déjà parlé avec tous les intervenants. Vous voyez pourquoi je vois plus loin, peut-être. Et ça sera l'objet du troisième débat, où il y a effectivement une démarche de l'association des îles du Ponant, qui sera peut-être initiée auprès de parlementaires pour faire avancer le droit en ce domaine. Et là, ça va dans le sens de ce que souhaitait Roxane. Alors, là, on s'adresse, on va dire, aux couches moyennes, quoi, parce que même si on n'acquiert pas le terrain, donc on réduit le prix de l'acquisition, n'empêche que ça reste encore un coût élevé. Il y a ce qu'on appelle les classes populaires, qui, elles, de toute façon, ont des revenus trop faibles, même pour acquérir un bien à 300 000 euros. Bien, alors pour cela, vous avez des outils, messieurs, de la puissance publique à votre disposition. Qui m'en parle? Je veux dire des logements sociaux, je veux dire des aides aux saisonniers, je veux dire des aides au handicap, etc. Toutes mesures qui vont dans le sens de l'acquisition pour tous, et sans qu'on oublie personne, y compris ceux qui n'ont pas de moyens. Valentin Josse. Bruno, je te coupe la parole. Vous encore. vous là, arrangez entre vous, là. Non, mais tu veux que je. Non, vas-y, Ok. vas-y. Donc, juste, peut-être pour. Comme ça, après, on ira en cas d'espèce sur. Par rapport à l'Île-Dieu, il est vrai que le département est chef de file en matière d'habitat et il a pour cela deux axes majeurs d'action. Le premier, c'est la délégation à la pierre, ce qu'on appelle la délégation à la pierre, c'est-à-dire que c'est l'État qui lui fixe un certain nombre d'objectifs quant à la production de logements sociaux ou l'accompagnement de production de logements sociaux sur un territoire donné. Et donc, notre mission est notamment pour... Alors, il y a deux possibilités. Soit on aide aussi les bailleurs privés, l'amélioration énergétique de leurs bâtiments, la rénovation dans l'ancien, avec les aides de l'ANA. Ça fait partie, c'est l'État, ce sont des crédits d'État, mais c'est le département qui instruit les dossiers. Et à côté de cela, nous avons aussi nos bailleurs sociaux, et notamment notre bras armé Vendée Habitat, qui sont tenus, compte tenu d'une classification qui est faite par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la DREAL,
Hein, on a un classement de zones qui sont tendues, moins tendues, détendues. Vous voyez, chez nous, on est dans mon secteur de Mouilleron-en-Paray, nous sommes détendus, ça se voit sur notre visage. On a aussi des tensions d'habitat. Vous êtes sur un territoire extrêmement tendu et il est possible donc d'avoir la création de logements sociaux. Alors la question de logements sociaux, ça fait toujours peur, mais il ne faut pas avoir peur des logements sociaux. C'est justement, je parlais d'un parcours résidentiel vertueux, ça permet à tout à chacun, selon ses moyens et puis selon son démarrage dans la vie, de pouvoir avoir un logement comme il se doit. Et donc nous avons pour cela des actions avec les communes. Alors peut-être Bruno, tu en parleras, mais je crois qu'il y a une programmation qui est prévue avec Vendée Habitat dans les prochains mois. Donc ça, c'est une première chose. Et puis parallèlement à ça, le département, sur ses fonds propres, lance un certain nombre de programmes, notamment deux retiennent mon attention et peuvent peut-être aussi être intéressants sur le volet de Lille. Ce sont soit des initiatives publiques, soit des initiatives privées qui peuvent être soutenues pour notamment des projets autour de logements qu'on appelle dits kangourous. Logement kangourou, où c'est un logement intergénérationnel, où effectivement vous pouvez avoir le souhait de réaliser soit un logement individuel ou travailler sur un projet collectif pour accueillir des personnes de tous âges, principalement aussi des personnes âgées qui n'ont peut-être plus de possibilité de se loger. Et du coup, ça permet effectivement d'avoir des rencontres générationnelles, des échanges de bonnes pratiques, de procédés. Et là, nous avons, alors je ne vais pas vous détailler les aides, mais on a la possibilité, selon le projet en neuf ou en rénovation, d'aider les particuliers ou les associations ou les bailleurs ou publics qui souhaiteraient réaliser cette opération-là. Nous avons également un dispositif prévu un peu de la sorte pour le logement des saisonniers également. C'est-à-dire que quand vous avez une maison avec le desserrement des ménages, où vous avez des fois des grandes maisons avec moins de personnes qui y résident, parce que les enfants sont partis et ne reviendront pas forcément, vous pouvez avoir des gens qui ont une maison avec 5 ou 6 chambres et puis 4 chambres, et puis finalement il y a un couple ou une seule personne qui réside dans cette maison. Vous pouvez envisager un projet pour accueillir en rénovation ou en construction neuve des logements pour les saisonniers. Et là, c'est pareil, nous avons un certain nombre de dispositifs d'aide qui permettent de répondre à ce besoin et à cet enjeu majeur, parce qu'on sait bien que pour répondre à une offre d'emploi, il faut être d'abord en capacité, de se loger, et puis d'avoir les moyens de sa mobilité. Monsieur le maire, est-ce qu'on pourrait avoir une vision ILES des différentes initiatives, justement, pour aller dans ce sens? Oui, je vais peut-être parler plus spécifiquement de Vendée Habitat, parce que c'est notre bailleur social. Donc on réalise des logements avec une petite difficulté, c'est que lorsqu'on fait un lotissement, on fait toujours lotissement, mais quand on fait un lotissement, c'est de définir quelle proportion de logements locatifs avec le bailleur social, quelle proportion d'accession à la propriété ou demain de baux réels et solidaires. Est-ce qu'il faut faire une opération de promotion sur de l'habitat complet qu'on vend en accession à la propriété, parce que tout le monde ne se sent pas de réaliser son projet. Et il ne faut pas se tromper, dans le sens où finalement, les terrains qui ne se vendent pas, on aurait pu faire plus de logements sociaux, etc. Enfin, ça, c'est un petit peu difficile à appréhender. Après, une autre difficulté qu'on a sur l'île, c'est que tout est long et on ne fait pas les mêmes projets on va dire, en sortie de village au milieu de la Vendée que sur les lieux. Par exemple, on a le projet au Rieux à Saint-Sauveur, ça fait plusieurs années qu'on y est, mais parce qu'on voulait absolument que ce projet s'imbrique dans le tissu urbain existant, recréer une ruelle, etc. Et ça prend du temps, et souvent on bute là-dessus, sur le foncier, enfin on fait toujours attention sur une opération foncière que ça se passe bien avec le voisin. Alors des fois c'est une cession d'un petit bout, ou de refaire un mur en commun, enfin ça nécessite des négociations qui sont importantes à mener pour que tout le monde s'y retrouve.
maintenant, bon, on a 2 lotissements en cours où on a discuté avec Vendée Habitat pour commencer à faire du locatif. Et puis, il y a certains, je ne vais pas dire délaissés, mais des petits bouts de terrain où voilà, on pouvait mettre de l'habitat en plus. Et on y travaille, mais c'est toujours long. Alors là, je voudrais saluer la solidarité vendéenne, parce que si le bailleur social devait amortir son logement, et aujourd'hui on est sur des durées d'amortissement sur 50 ans, les lieux n'y arriveraient pas. Et donc, c'est une espèce de péréquation d'amortisseur. Tu parlais d'amortisseur global qui permet que les choses se fassent. Sinon, on n'y arriverait pas. Et donc, voilà, c'est plutôt heureux, et que tout le monde l'accepte, qu'on soit vendéen du sud Vendée, du nord Vendée, de la côte ou de l'île-Dieu. Finalement, voilà, on permet d'habiter de la même manière. Et ça, c'est à mon sens fondamental, quoi. Alors, j'aimerais bien revenir à la salle. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ce qui a été dit? Est-ce que vous pensez que c'est adapté aux réponses d'aujourd'hui en matière de foncier, puisqu'on parle ce soir de foncier? Est-ce que vous pensez que tout ça c'est du blabla, ou que ça va pas assez vite? Est-ce qu'il y a des réactions là-dessus? Oui, bonsoir. C'était par rapport aux fonciers. Est-ce que ce serait possible, par rapport aux résidences secondaires? C'est-à-dire que j'ai rien contre le fait qu'il y ait des résidences secondaires. Le seul truc, c'est qu'on voit de plus en plus des parcelles de 3000 m² avec des 300 m² de maisons et 200 m² de dépendance. Est-ce qu'on peut envisager de dire, sur un territoire comme le nôtre, il n'y a plus de parcelles de plus de 1000 m² qui peut être vendue? Et si on fait ça, est-ce qu'on apporte une solution, ou est-ce que je ne me rends pas compte si limite on est en train de faire en sorte que ça va encore plus faire de la spéculation sur la parcelle à 1000 m², quoi. Des fois, on croit avoir une belle idée, et puis en fait, on aggrave le problème. On va demander à nos élus de vous répondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va essayer de regrouper. Fort à la Meule. Monsieur le maire, quelle est votre réaction au concept de BRS? Parce que vous n'avez pas pris position. Est-ce que c'est applicable à l'île-Dieu ou pas, par rapport à ce que M. Josse a présenté? Moi, j'aimerais savoir. Je vais répondre déjà tout de suite à cette question. Oui, bien sûr que c'est applicable. Alors, est-ce que c'est réalisable dans un délai relativement court terme, ou au calendrier grec? Oui, bien sûr. Ça ne va pas résoudre le problème du logement? Non, mais ça va y contribuer. Bon, donc il y a des choses qui sont dans les tuyaux? Oui, pas encore? oui, bien sûr, on travaille sur ce bail réel et solidaire qui est une réponse parmi d'autres qui vont contribuer à un ensemble, bien sûr. Malgré le prix élevé du foncier actuel? Oui, Valentin tout à l'heure parlait d'amortisseurs. On sait bien que Vendée Foncier Solidaire va acheter le terrain plus cher à l'île-Dieu qu'il va l'acheter à Mouilleron. Néanmoins, le prix de location du terrain sera le même pour tous les Vendéens. C'est ça qui a été dit tout à l'heure, et je trouve que c'est plutôt donc c'est un belle message idée, d'espoir pour tous ceux les jeunes qui cherchent un logement, bien sûr, qui travaillent dans l'île et qui peinent. Ouais. Après, pour répondre à Manu, au sujet des 1000 m², là, c'est ça? Ouais. Après, je ne sais pas si ça doit être 1000 m², etc. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, en fait, la commune, dès qu'elle voit terrain de plus de 3000 m² se vendre, on le préempte, on regarde en tout cas précisément. Après, de dire que si on interdit les ventes de plus de 1000 m², ça veut dire que c'est la commune ou un organisme qui achète. Je ne sais pas si on n'est pas dans le too much, effectivement. C'est pas simple, parce qu'on peut avoir des gens qui avaient 2000 m² qui coupent leur parcelle en deux pour donner un bout à leurs enfants. Enfin, on peut tomber dans des systèmes comme ça. Ce qui est certain, c'est peut-être le 1000 m² qui n'est pas... mais
il y a peut-être un curseur où, au-delà d'un certain nombre de mètres carrés, ça n'a plus de sens que quelqu'un l'achète que pour lui, quoi. Enfin, oui, tu fais de l'habitat groupé ou participatif sur des terrains plus grands. Je crois qu'il y avait une question au fond. Oui, d'autres questions? Merci. Oui, c'est une autre question qui rejoint celle de Manu. Et sinon, est-ce qu'on peut légalement interdire d'avoir plusieurs maisons secondaires sur l'île? Est-ce que ça, par exemple, c'est acceptable? On va rejoindre la question de demain, en fait. On est... Je vais prendre plus largement. Hein, on est en secteur... la France est découpée en différents secteurs, des secteurs très tendus, A, B1, B2 et C. Mais aussi, il y a des aires urbaines de population qui font que, suivant tu es dans tel zonage ou tu es dans un périmètre urbain de plus de X milliers de personnes, on te permet de faire des choses, mais dans les secteurs plus ruraux, on ne le permet pas. Alors, on peut le déplorer, hein, mais c'est une réalité. Maintenant, on étudie effectivement une batterie de solutions pour essayer de limiter les choses. Les imposer, c'est toujours compliqué, mais de limiter. Alors précisément sur le propriétaire de X maison, tu vas dire on l'interdit, il suffit de démultiplier les SCI avec des taux de participation différents et tu auras quand même ton nombre de maisons. Donc c'est quand même complexe. Quoi. Hein? Il y a toujours moyen de passer outre en fait. Ouais. Ok. Ouais. J'avais une autre question. T'avais fini? Non, c'est juste que ça rejoint la question de demain, quel équilibre entre le nombre de résidents secondaires et le nombre de résidents permanents, où on aura des débats autour de... J'anticipe sur demain, mais on aura des débats autour de... y a des gens des habitants permanents ou des résidents secondaires qui ont une location, mais la mettent en saisonnière parce que il y a un moment donné, il y a leurs enfants qui viennent. Ouais, mais c'est Manu qui avait cette réflexion-là l'autre jour. Ouais, mais si tu en as deux, à ce moment-là, t'en mets... Enfin, donc 3, t'en mets au moins une à l'année, etc. Je pense que on peut mener ce genre de réflexion, inciter. L'imposer, c'est plus compliqué. Oui. On évoque... Oui, pardon, allez-y. Pas de mal. J'avais une autre question, mais j'ai oublié. C'est Monsieur Vincent, c'est ça? Décidément, Valentin. Valentin, mais je sens que je vais avoir un quatrième prénom. Moi, ouais, ça me... Désolé, j'ai un problème. Mais vous inquiétez pas, c'est avec grand plaisir. Je voulais revenir sur votre système de BRS. Oui. Dans le système, moi, m'intéresse beaucoup sur la question de propriété foncière. Ça, je trouve qu'on s'est bien embêté avec tout ça. Donc ce côté-là me plaît beaucoup. Par contre, j'ai jamais entendu une notion écologique dans ce projet-là, et ni de réversibilité. Il n'y a aucun questionnement à ce sujet-là dans ce projet-là. Alors, aujourd'hui, pour être très clair avec vous, c'est vrai que sur la réversibilité, on l'a évoqué tout à l'heure sur le logement des salariés, où on a un projet, notamment sur le pays de Mortagne-sur-Sèvre, où on a tout un ensemble de zones où on va positionner, je pense, du logement réversible, alors qui n'est pas en BRS. Hein, mais pour le volet BRS, c'est vrai que là, c'est vrai qu'on fonctionne. Déjà, on a une première étape où c'est un petit peu révolutionnaire sur la question du démantèlement entre la propriété foncière et la propriété immobilière. Maintenant, je ne vous cache pas que demain, on peut avoir vous posez la question. Moi, j'entends aussi le débat de ce soir. Ça me donne aussi des idées à réfléchir. Quand je parlais d'innovation tout à l'heure, il n'y a pas d'impossibilité. Alors après, il faut savoir qu'aujourd'hui, on travaille quand même avec des promoteurs, on travaille avec Vendée Habitat. Ils ne sont pas encore sur le logement réversible. Hein. Donc l'habitat réversible, il faut encore un petit peu de temps. Par contre, sur le volet environnemental, moi, je vous dirais quand même que l'aspect écologique quand même de la chose, c'est que, je ne sais pas si vous l'avez entendu tout à l'heure, je disais qu'on travaille essentiellement aujourd'hui sur des opérations dans les aires urbaines. C'est-à-dire on travaille beaucoup sur du renouvellement urbain. C'est-à-dire qu'on va quasiment pas consommer. Alors,
Ça pourrait être l'exception peut-être ici sur l'île, mais si vous êtes dans l'enveloppe urbaine, c'est un peu différent. On va travailler essentiellement sur du foncier qu'on réutilise. Et donc, on ne va pas aller consommer d'autres fonciers. Et autre point, alors vous me direz, c'est peut-être une petite avancée, mais c'est important, le bailleur, notamment sur les opérations avec les bailleurs sociaux qui vont réaliser des BRS, nous leur imposons des constructions uniquement à partir de matériaux biosourcés. C'est la spécificité de cette année. C'est une petite avancée pour la planète, mais c'est pas neutre parce que aujourd'hui, c'était pas forcément le cas. Ok, mais il y a quand même, pour moi, cette notion d'urgence à traiter. Et j'ai peur que le temps de réflexion soit peut-être un peu long. C'est-à-dire par rapport à l'habitat réversible, par exemple. Voilà. En fait, la notion, disons, de mouvement sociétal au niveau du foncier, je la trouve super. Mais il n'y a pas, je vois bien que l'enjeu environnemental n'est pas en premier lieu dans notre démarche. Si, je vous assure. Parce que, vous savez, comme disait Bruno tout à l'heure... On n'avait pas parlé de tout jusque-là. Hein. Donc, à mon avis, c'est quand même pas primordial. Je vous assure. Je vous assure, c'est vraiment dans l'ADN de notre démarche. On est... la Vendée... là, je vais élargir à la Vendée, mais parce que l'Île-Dieu fait partie de la Vendée, même si elle a cette spécificité d'avoir la mer tout autour d'elle. On a, pendant des années, on a consommé 1650 hectares artificialisés chaque année. Chaque année. Aujourd'hui, on a divisé à plus de 2,5 déjà ce travail. Et vous savez, je préside également l'établissement public foncier de la Vendée. Nous dépendons du ministère du Logement. Et sur ce volet-là, la première question qui est toujours posée dans notre action auprès des communes, c'est la question foncière. Mais la question foncière sur le volet environnemental et sur la préservation. Et j'ai mis en place ce qu'on appelle un fonds friche. L'État aujourd'hui parle de fonds friche, on l'a mis déjà depuis des années en place pour qu'on travaille à retrouver la dépollution, la renaturation des sols. On travaille beaucoup avec notamment des chercheurs de Rennes pour retrouver la qualité du sol dès lors qu'on fait une opération. Vous avez les usines, par exemple, les usines de meubles à la Gaubretière et à Tresse-Septier, où on a démantelé, dépollué, dépollution des sols, remise sur la même réalité de la consistance de la couche superficielle et de la couche interne pour qu'on retrouve une qualité des sols, parce que demain, vous savez, on a le zéro artificialisation nette qui va être mis en œuvre, et le zéro artificialisation nette, ce n'est pas simplement dire on enlève et on remet à l'état naturel, c'est on repositionne la possibilité d'une renaturation, mais sans changer non plus la nature profonde géologique du terrain. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas dit en préambule, mais ce sont nos préoccupations premières. Et quand on parle du projet, sur un projet BRS, quand on va être sur un travail préalable, parce que là on parle juste foncier, mais il est possible que demain la commune, pour ces opérations-là, fasse appel à l'EPF, on sera peut-être obligé de démanteler peut-être un espace qui était dédié à une activité liée à l'activité portuaire. Je prends un exemple complètement dont je ne sais pas, on n'en a pas parlé, mais là on sera obligé de retravailler dessus. On ne va pas aller consommer du foncier naturel et on va aller retravailler la dépollution des sols. Alors peut-être que je ne vais pas assez vite à votre goût, mais sachez que on doit faire à peu près partie de la même génération, et je suis très attaché à cette réalité-là parce que effectivement nous sommes dépositaires d'un patrimoine qui nous dépasse et que nous avons à préserver et à valoriser au bon sens du terme. Voilà, merci. C'était un positionnement que j'avais envie d'entendre. Eh bien, écoutez, je le partage complètement. Si je peux garder encore la parole, j'ai un autre... quelque chose qui m'a alerté tout à l'heure, quand Roxane a fait les petits points de rappel sur les obligations à remplir sur l'idée du BRS. Oui. J'ai peur qu'on crée un clivage encore plus fort entre
ce qui pourrait être au final une sorte de logement social amélioré, avec une modification sur le foncier. Mais voilà, j'ai peur qu'on crée un clivage encore plus important entre les gros propriétaires terriens qui n'auront pas besoin d'avoir accès au BRS, et que de l'autre côté, on enlève une forme de dignité à l'habitant qui sera contraint d'avoir des... Je ne sais pas encore les contraintes, je ne les connais pas. Mais c'est vrai que c'est une inquiétude qui m'est venue tout à l'heure quand Roxane a fait les rappels sur les contraintes existantes, quoi. Alors, Roxane, non? Oui. Excusez-moi, Roxane, je vous coupe là. Décidément, je suis. Non, mais elle a été très bavarde au début. Je manque. Je m'en excuse. Je m'en excuse. Oui, mais c'est vrai que c'est un point sur lequel il faut être vigilant. Néanmoins, je reprécise que ça s'inscrit pour moi, alors c'est peut-être un peu idéaliste, dans un parcours résidentiel. C'est-à-dire que pour moi, je pense qu'une bonne partie du logement BRS, on peut avoir une mobilité dans le logement. C'est-à-dire que peut-être certains resteront dans ce logement, et puis d'autres iront sur d'autres types de logements ensuite. Donc c'est pas... Alors sur la question du clivage en tant que tel, le clivage il y aura même pas si on fait pas ça, il y aura même pas de clivage. Il y aura ceux qui pourront avoir un logement et ceux qui pourront pas en avoir. Donc l'urgence elle est là. C'est-à-dire que c'est pas une propriété au rabais, hein, qu'on soit bien clair. Parce que quand vous voyez les logements qu'on est en train de sortir, c'est plutôt même très sympathique. Non, mais je pense qu'en fait, Ben, tu réagis au fait qu'il y a un plafond de ressources. Et on se demande pourquoi, effectivement, ce genre de solution qui, du coup, là, s'adresse sur des territoires hyper tendus, implique une... Je vais finir. Oui, pardon, excusez-moi. Il y a un député à l'Assemblée, M. Laglaise, qui a déposé une proposition de loi pour faire un bail réel libre, avec des offices fonciers libres qui s'inspirent du bail réel solidaire, sans la partie plafond, et qui soit ouvert à tout le monde. Et donc c'est plutôt vertueux comme projet, mais pour l'instant la proposition de loi elle est rejetée. Non, elle n'est pas encore. Par contre, elle est un peu stoppée. Fort de ce que vous venez de dire, on a aussi, alors j'anticipe et je ne peux pas trop en dire parce qu'on doit en discuter avec nos collègues au département, mais par rapport à ce que vous avez évoqué là, parce qu'il y a toujours des trous dans la raquette, et le trou dans la raquette, c'est justement ceux qui sont juste un peu au-dessus des minima et qui s'en sortent pas forcément plus facilement et qui ont de la difficulté à. Donc on aura très certainement, je pense là aussi, une question sur nos choix à faire, notamment avec Vendée Habitat, sur des opérations mixtes, c'est-à-dire on supporte une partie BRS sur les critères BRS sociaux, et puis on pourrait envisager ce qu'on appelle un quartile supplémentaire qui ouvre plus largement, mais qui dépasse, qui ne pourra pas forcément avoir l'appellation BRS, mais qui sera un peu du même ordre, parce qu'effectivement, là aussi, on fait des césures, alors qu'on est plutôt sur une logique de panel arc-en-ciel qui doit se tuiler. Et à partir de là, on sait que, notamment, il y a des gens, ils sont limite, ou alors ils sont effectivement au-dessus, mais au final, quand on regarde les charges qu'ils peuvent avoir, les contraintes qu'ils peuvent avoir, et bien finalement, ils n'ont pas forcément les moyens de pouvoir être propriétaires de leur logement. C'est pour ça qu'on est en réflexion pour élargir le concept, en fait. Okay. Vous avez anticipé un peu nos réflexions de commission, mais c'est très bien. Je voulais pas accuser le système non plus. Non, mais vous avez raison. Hein, vous avez raison de pointer ce qui le talon d'Achille, et on sait très bien que quand on lance une idée, il y a forcément des talons d'Achille, et il faut essayer de trouver le moyen de conforter ce talon. Okay, merci. On est pratiquement à la fin du temps qui nous est imparti, comme dit l'autre. Pour ce soir, peut-être que quelqu'un veut prendre la parole encore, et puis je demanderai à monsieur le maire de dire 2 mots de conclusion tout à fait provisoires, puisque demain et après-demain, je le rappelle, nous avons 2 débats à venir. Quelqu'un veut prendre la parole, non ? Il y a 2 personnes. 2 personnes ? Du coup, allez-y. Vu que j'ai le micro, j'en profite. Allez-y. J'interviens du coup dans le cadre du guichet de rénovation de l'habitat, et je voulais rebondir je voulais vous donner juste un petit sentiment, parce que ça fait 2 ans et demi maintenant qu'on travaille sur l'île avec mon collègue,
Et je voulais rebondir sur les aides dont vous avez parlé au niveau du département, les aides kangourous, donc permettre de faire de la cohabitation intergénérationnelle, ou les aides pour le saisonnier, parce que c'est 2 problématiques qu'on va retrouver, enfin 3 problématiques. Le jeune qui veut se loger, la personne âgée qui aimerait bien être dans un logement adapté, ou un saisonnier qui vient travailler, que ce soit un saisonnier l'été ou l'hiver pour le chantier. Et au fil des rencontres, donc, en 2 ans et demi, nous on a rencontré, il y a un peu moins de 300 personnes qui sont venues se renseigner au guichet de l'habitat. C'est pas mal sur l'île-Dieu. Donc vraiment de leur propre chef. Et on réalise des visites quand les personnes le demandent, et on sent que c'est le moment. On a rencontré pas mal de personnes qui vivent seules dans leur logement, dans un logement qui est trop grand. Donc on parle de problèmes du foncier, on parle des petites maisons, on a beaucoup sur l'île, beaucoup. Il y a pas mal de maisons qui sont encore grandes en fait, des grandes surfaces et des logements sous-habités. Donc que ça soit le saisonnier, le kangourou, en fait, il y a des possibilités. Et pourquoi je parle de ça, c'est parce que moi, c'est juste mon aperçu réel. Je viens 1 fois par mois sur l'île, je suis pas y. Et par contre, c'est vous, en tant qu'habitant, vous avez dans votre famille sûrement ce cas-là, en fait. Ou alors votre voisin ou votre ami. Donc, en fait, c'est aussi cette réalité de qu'est-ce que pense faire la collectivité, et la collectivité, c'est aussi nous, et qu'est-ce que nous, à notre échelle individuelle, on est prêt à faire, en fait. Voilà. C'est exactement l'esprit de cette semaine du logement, il me semble. C'est très bien que David le dise, puisque justement sur les enfants de tempête, c'est un appel qu'on a fait au niveau des propriétaires, parce que les solutions, il n'y a pas que le pouvoir public qui les ont, c'est aussi tous les habitants de l'île-Dieu. Et c'est vrai que par rapport aux chiffres qu'on a pu voir de gens qui sont en recherche active de logements à acheter, mais pas seulement, parce que par rapport aux enquêtes qu'on a fait, il y a les résultats de l'enquête sont affichés là-bas, c'est principalement du locatif, donc j'en ai pas trop parlé parce que c'était pas vraiment la thématique de ce soir. Néanmoins, c'est vrai que eux, la solution la plus simple pour eux serait que des propriétaires privés envisagent de la location à l'année. Ce sera l'occasion certainement d'en parler. On en parle demain. Une dernière question, et puis le mot de la fin provisoire pour Monsieur le maire. Une dernière question peut-être. Oui, alors je voulais intervenir à propos du BRS, un dispositif que je trouve plutôt intéressant, mais je suis tiraillée parce que je me dis, bon, effectivement ça ouvre des perspectives, mais à l'île-Dieu, en tous les cas, on a un problème d'urgence, il a été répété plusieurs fois ce soir. Est-ce qu'un BRS avec un dispositif où on passe par un OFS, un organisme foncier social, ça ne va pas encore être un dispositif qui va mettre des années à se mettre en place parce qu'on va, à un moment donné, il va falloir mettre ça. Est-ce que c'est quelque chose qu'on imagine à l'échelle d'un quartier, ou est-ce que ça peut être, par exemple, une parcelle qui est disponible de 500 mètres carrés, qui est située entre des maisons déjà existantes, etc. Et qu'à ce moment-là, il peut y avoir un accord pour que la mairie ou la mairie priante et que l'EFS rachète derrière, ou d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas trop comment ça se passe, et qu'à ce moment-là, il y ait un foyer qui en profite, quoi, plutôt que de faire ça à l'échelle d'un lotissement dont on sait que c'est très long à mettre en place. Alors, je ne sais pas quelle est ta stratégie, Bruno, là-dessus, mais c'est totalement possible. Et c'est ce qui se pratique aujourd'hui. On a les 2 modèles. On a à peu près une quinzaine de communes là aujourd'hui qui ont répondu. On a été créé en 2019 et je vous disais, on a déjà 119 projets et on a plus d'une 50aine de réalisations sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie, sur les Sables d'Olonne, sur Chaland, Saint-Hilaire-d'Orier, Saint-Jean-de-Mont, La Roche-sur-Yon, bientôt les Herbiers et Montaigu. Et on voit bien qu'il y a soit le modèle lotissement, alors maison individuelle, on a aussi des opérations plus collectives, R+1, R+2, c'est possible. Et puis on a en cœur de ville, sur des opérations de renouvellement urbain ou de dents creuses, comme on appelle. Et on voit effectivement que ce sont des réalisations qui sont rapides. On livre, ça y est, on a livré Saint-Gilles. Donc vous voyez, ça fait même pas 1 an et demi, ça fait 1 an et demi. Donc c'est rapide. Un petit mot. Ouais. Voilà, à vous. Une petite conclusion rapide. Ouais, je vais juste répondre aux 2 questions. La première, effectivement, sur on disait 2200 logements principaux, donc on a 2, 3, 2, 4 personnes par logement, ce qui fait que c'est qu'une moyenne, donc il y a énormément de logements avec une seule personne dedans. Alors ça, je voudrais revenir sur un autre paradigme peut-être sur le parcours résidentiel. J'ai évoqué la question, Valentin, tout à l'heure. Peut-être qu'on est dans
dans la force de l'âge, assez jeune, envie d'une grande maison parce qu'il y a les enfants, etc., d'un grand bout de terrain, besoin d'espace. Puis quand on vieillit, les 3 marches d'escalier ou la baignoire pas adaptée, etc. Alors ça rejoint les aides sur l'adaptation du logement, mais aussi de faire du parcours résidentiel. On n'est plus apte à être dans son gros logement, mais pour autant, on n'est pas prêt à rentrer à l'EHPAD. Donc, il y a de l'intermédiaire où on veut se rapprocher des commodités, des services. Et donc, ça aussi, il faut l'avoir bien en tête sur le parcours résidentiel vertueux, ce que tu évoquais tout à l'heure. Maintenant, on s'interroge aussi de se dire, la personne qui va pas en EHPAD, la maison est vide, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que elle finit par être vendue pour peut-être payer les échéances de l'EHPAD, etc. Donc il y a des réflexions à mener autour de ça, ou parfois la maison elle reste là parce que les gens sont encore valides, ils veulent retourner chez eux de temps en temps, ils ne sont pas prêts à faire le deuil de leur maison et l'habitat reste vide. Donc il y a des sensibilisations à mener, ça c'est clair, quoi. C'est l'objet de cette semaine aussi. Oui, c'est l'objet de cette semaine, bien sûr. Sensibiliser les gens sur différents aspects des questions. Et pour répondre à Viviane, non, je souhaite qu'on le fasse dès les lotissements là, qui vont sortir. On a une réflexion avec Vendée Habitat aussi sur le lotissement de Kerpissot. Alors, vous saviez, c'était un système un peu, je ne vais pas dire alambiqué, mais à l'époque, pour pouvoir tirer un prix de terrain en accession à la propriété qui tienne la route, il y avait eu des terrains qui avaient été rachetés par le CCS pour faire des logements locatifs. Donc on avait souhaité le faire pas trop cher, de l'accession à la propriété aux alentours de 165 € du mètre carré, et puis des lots libres pour compenser en fait cela. Sauf que se retrouver très cher. Alors on voit bien cette difficulté sur le foncier que j'ai voulu mettre en introduction, mais bon. Maintenant, sur ces lots libres, il y a une discussion actuellement pour que l'Office puisse les reprendre pour faire des bails ruraux solidaires. Là-dessus, c'est des conventions à passer avec Vendée Foncier Solidaire, des délibérations à passer. Ça ne mettra pas des années. Enfin, les systèmes, ils sont en place. Donc, justement, le principe est ultra réactif pour qu'on puisse répondre parce que les enjeux sont nombreux, on l'a dit, il faut de l'urgence, on sait que construire ça prend du temps, mais néanmoins on souhaite pouvoir répondre au plus vite. C'est pour ça que dès la première année, ça a été pour nous déjà on a notre rythme de croisière, et donc l'expérience vécue sur le littoral nous permettra de répondre aussi de manière adaptée aux besoins de l'île-Dieu. Kevin, vous avez demandé la parole, ça sera le mot de la fin. Ça va être court, c'est juste pour profiter de la tribune. Rapport à EcoILO, on a une adresse mail si vous souhaitez participer à la réflexion, nous rejoindre pour réfléchir ensemble, ou simplement porter votre voix et votre avis sur ce qui a été dit ce soir autour de la réversibilité. N'hésitez pas à nous contacter. Monsieur le maire qui veut... Oui, c'est juste pour le mot de la fin, ça ne va pas être long. Provisoire. Je voudrais remercier tous les gens présents ce soir. Je pense que c'est important qu'on partage sur un ensemble de choses. On chemine tous. Moi le premier, Valentin disait aussi, sur les réflexions de ce soir, moi aussi je vais cheminer. Je pense qu'on va tous cheminer. C'est l'objet de cette semaine du logement. Donc moi je voudrais vous remercier les intervenants pour la qualité des débats. Et puis on se dit à demain, parce que sur une autre thématique, on n'a pas tout développé, tout ce qu'on faisait sur le foncier, mais il y a des panneaux explicatifs. Et on a beaucoup parlé, donc on vous invite à un petit temps d'échange. On va boire un petit pot, je crois, c'est ça? Ouais, c'est bon ça? Bon, si vous avez encore un petit peu de temps, on peut continuer d'échanger autour d'un verre. En tout cas, merci à tous et bonne soirée. Merci beaucoup pour le bel état d'esprit de ce soir, très positif. Deux petites choses, et ça sera vraiment les mots de la fin.
d'abord remercier Florence Guiton, la directrice des projets, qui a beaucoup contribué au succès de ce soir, d'une part, et d'autre part, vous inviter à la suite des débats demain et après-demain. À bientôt.